Pour les formes très aiguës de sclérose en plaques, la mitoxantrone a été développée. Il s'agit d'une chimiothérapie qui est utilisée dans le cancer du sein. Et c'est le groupe de Rennes du professeur Edan qui a démontré l'efficacité de cette molécule, qui, pour être très efficace, parce qu'elle peut permettre, au départ, elle a permis à des individus qui étaient tétraplégiques en réanimation, intubés, ventilés, de remarcher dans les couloirs du service en moins d'une semaine. Donc vraiment, il y a un effet qui est extrêmement spectaculaire. Mais la contrepartie, bien sûr, c'est la toxicité de la molécule qui est extrême, puisqu'elle peut donner dans un cas sur 200 à un cas sur 400 une leucémie, qui va nécessiter à son tour une chimiothérapie, une greffe de moelle, etc., et dont les gens peuvent décéder, bien évidemment. Et peut donner aussi des insuffisances cardiaques qui sont définitives. C'est un médicament qui est toxique sur le cœur, donc il détruit le cœur, et une fois que le cœur ne marche plus, eh bien, l'individu continue d'avoir son insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque forte, c'est quelque chose qui déclenche, pour simplement monter cette marche, un essoufflement qui ne va céder qu'en 15 à 20 minutes. Donc c'est vraiment des insuffisances cardiaques importantes. Et chez les sujets jeunes, une stérilité qui peut être définitive. Donc en pratique, on n'utilise la mitoxantrone que pour quelqu'un dont on pense qu'il va mourir de sa maladie. Il est réservé aux scléroses en plaques extrêmement sévères. Et même s'il est très efficace, il est donc très toxique. Et puis, pour les patients qui sont en forme progressive, que ce soit primitivement progressive ou secondairement progressive, on utilise les immunosuppresseurs. J'ai cité les 4 principaux ici. Ce sont des molécules qui vont pouvoir ralentir l'évolution du handicap, mais qui ne peuvent pas stopper ce handicap et qui ne peuvent pas le faire régresser. Donc c'est pour ça que je disais que l'essentiel des traitements que nous avons concerne la forme par poussée, mais pas la forme progressive. Au plan de la stratégie thérapeutique, maintenant, des points importants. Le premier point, enfin le point le plus important que j'ai résumé là, c'est qu'on sait que c'est l'inflammation qui fait le handicap. Au plus le malade a des plaques au début dans la tête, au plus il fait des poussées, au plus il va avoir vite un handicap. Donc c'est cette inflammation qui, si on peut la bloquer, va pouvoir moduler le risque de survenue du handicap. Donc au plus tôt on traite, au plus on est efficace. On va revenir en arrière. Voilà. Une illustration ici. Il s'agit des scores de handicap des malades. Chaque bandeau est un malade. Quand on a utilisé cet anticorps monoclonal qui supprime totalement toute inflammation dans le cerveau des malades, quand on l'a utilisé dans des CEP tardives, vous voyez que tous les patients, sauf un ou deux, et encore, tous les patients ont continué d'augmenter leur handicap. Totalement inefficace d'enlever l'inflammation chez quelqu'un qui a un handicap progressif. Cette même molécule, qui s'appelle maintenant l'alemtuzumab, qui sera peut-être commercialisée un jour, cette même molécule dans les CEP précoces, vous le voyez, diminue le handicap de manière parfois même énorme chez la plupart des patients qui ont été traités. L'alemtuzumab n'a pas été commercialisé à l'époque, il a même été abandonné parce qu'il y a eu beaucoup de morts avec cette molécule. Et un autre laboratoire vient de racheter la molécule et essaye de le commercialiser. On n'a pas encore de date ultérieure de commercialisation, mais ça reste une molécule à la fois très efficace, mais également assez toxique. Vous voyez ici dans cette étude avec l'Avonex. L'Avonex, chez un patient qui a une CEP de 1 an à 2 ans, diminue la maladie, diminue l'activité de la maladie de 18%. Eh bien, quand on traite un individu qui est malade depuis moins de 3 semaines, on est à 50% d'efficacité. Au plus tôt on traite, au plus on est efficace. Même chose avec le bêta-féron. 30% de réduction dans les études sur des CEP de plus de 2 ans, et sur des CEP de moins de 3 mois, 45% d'efficacité. On a exactement la même chose avec Copaxone. Et donc finalement, c'est assez logique. Si on attend qu'un individu soit paralysé, on va être moins efficace que si on le traite avant qu'il ne le soit. C'est quelque chose d'assez simple, voire simpliste, mais qui marche extrêmement bien dans la réalité. Alors quels sont les futurs traitements de la maladie? Voilà un graphe qui est déjà faux, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ici, avec une petite étoile, vous avez les médicaments qui sont commercialisés, donc les interférons, la Copaxone, 30% d'efficacité. Vous avez le Tysabri, qui est à 68% d'efficacité. Eh bien, j'ai listé ici 4 molécules, 4 comprimés, qui ont pour le terriflunomide 30%, cladribine 50-55, fingolimod 50-55, fumarate près de 60% d'efficacité. Et vous voyez qu'on est avec des comprimés, et ces comprimés ont une efficacité qui, petit à petit, se rapproche de plus en plus de celle du Tysabri, qui à l'heure actuelle est le plus efficace des médicaments de la CEP.
Alors quelques mots sur le médicament qui va être disponible en fin d'année en pharmacie, le fingolimod, qui s'appellera Gilenya comme molécule, parce que, comme je le précise sur cette diapositive, c'est le seul que l'on attend pour cette année. Nous devions avoir, je vais juste en dire un mot après, la cladribine en 2012, mais nous ne l'aurons pas. Et en 2013, il devrait y avoir 2 autres molécules qui vont arriver. Le fingolimod est une molécule très particulière parce qu'elle empêche les globules blancs de sortir des ganglions. Comme ici, vous avez le nombre de globules blancs dans le sang du malade. À partir du moment où vous le traitez, vous voyez que ce nombre de globules blancs dans le sang diminue. Et si on arrête le produit, le nombre de globules blancs remonte. Pourquoi? Parce que les globules blancs, pour circuler dans le sang, ils ont besoin de passer dans les ganglions lymphatiques. Et dans le ganglion lymphatique, le fingolimod les empêche de sortir. Comme ils ne peuvent plus sortir du ganglion, ils ne vont plus dans le sang. Comme ils ne vont plus dans le sang, ils ne vont plus faire des plaques, ils ne vont plus faire des poussées. Et l'élément très important de cette molécule, c'est qu'elle va bloquer dans les ganglions les lymphocytes de la CEP, c'est-à-dire les lymphocytes Th17 et Th1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ceux qui sont responsables de la maladie. Voilà sur cette figure, c'est des fibres nerveuses. Au plus vous avez du rouge et du jaune, au plus il y a des fibres nerveuses. Dans un modèle de démyélinisation qu'on peut induire chimiquement chez un animal, vous voyez qu'on perd des fibres nerveuses. Mais si cet animal vous lui donnez du fingolimod, vous voyez que le nombre de fibres nerveuses réaugmente, presque comme auparavant. Ici, dans un modèle animal de sclérose en plaques, à qui on injecte des produits qui donnent un tableau de sclérose en plaques, chez cet animal, vous avez ici le handicap de l'animal, qui est figuré là. Chez cet animal, si avant de provoquer la maladie, vous donnez du fingolimod, eh bien la maladie ne se développe pas. Si vous attendez que l'animal soit très handicapé et que vous donnez le fingolimod tout de suite, l'animal revient à un état normal. Et si vous laissez faire le handicap pendant plusieurs semaines et que vous traitez par fingolimod à un stade que l'on considère, nous, chez l'homme, comme un handicap fixé, eh bien vous voyez que le handicap ne disparaît pas, mais il diminue de manière extrêmement importante. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucune molécule déjà présente ou dans celles qui sont attendues qui ait une efficacité aussi importante sur ce modèle animal. Et l'efficacité donc du fingolimod est de 55% versus placebo, et dans une étude versus Avonex est encore de 52%. Donc une efficacité très importante, même par rapport aux médicaments actuellement commercialisés pour la maladie. Quelques mots sur la tolérance du fingolimod. Elle est globalement bonne, voire très bonne. Elle était mauvaise à cette dose de 1 mg 25 qui a été abandonnée, et c'est la dose de 0,5 mg qui va être commercialisée. Le produit peut, la première journée, ralentir le cœur. Donc l'AFSAPS va nous demander d'hospitaliser le patient pendant une journée, le jour où on démarre le médicament. On est à la limite de l'abusif, puisqu'il y a eu un individu dans le monde qui a ressenti quelques petits troubles, mais jamais personne n'en a ressenti dans toutes les études qui ont été faites, et même encore actuellement. Il y a une possibilité de mauvaise guérison si on fait des infections, puisque les globules blancs sont un peu bloqués dans les ganglions lymphatiques. Donc on préconisera, s'il y a une infection sévère, d'arrêter le médicament le temps de la fièvre ou le temps de la guérison, donc quelque chose d'assez simple. Moi je demande aux patients surtout de surveiller leur température et d'arrêter à partir de 38,5 le médicament, et quand la température revient à la normale, ils peuvent reprendre leur traitement. Il y a 2 cas dans le monde d'œdème maculaire, donc là aussi la FSAPS nous demande des consultations ophtalmologiques régulières. Ces œdèmes régressent totalement quand on arrête le produit. Et il y a 15% d'hépatite médicamenteuse, donc, qui est un pourcentage très classique. Enfin, qui est peut-être le principal effet secondaire de ce produit, c'est qu'il est responsable de malformations graves chez la femme enceinte. Donc pas de grossesse avec ce produit-là, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme qui prennent le médicament. Quand les hommes prennent le médicament, s'ils ont un enfant, l'enfant est mal formé quand même, parce que les malformations s'introduisent à l'intérieur du spermatozoïde. Les autres comprimés à venir, donc brièvement la cladribine, c'est un médicament très efficace pour lequel l'agence du médicament a demandé des informations supplémentaires vis-à-vis de sa tolérance, et le laboratoire vient de décider hier d'arrêter le développement de cette molécule, considérant qu'ils ne pouvaient pas donner les réponses à l'agence du médicament. Ils ont préféré s'aborder complètement toutes les études qui ont été faites ces 5 dernières années sur la cladribine. Le terriflunomide, c'est un dérivé d'une molécule connue, la RAVA. Ça marche à peu près, on l'a vu, comme les interférons et la copaxone. La tolérance est globalement excellente avec le terriflunomide. Le funarate, c'est un comprimé en prise quotidienne, là aussi. La tolérance semble bonne, mais il y a quelques effets secondaires qui sembleraient apparaître actuellement.
On verra un petit peu avec un peu plus de recul d'ici la commercialisation ce que ça donne. Mais une efficacité qui est vraiment très très bonne et le double des immunomodulateurs. Enfin, un dernier qui n'est pas sur mon histogramme, le Lakinimod. On attend encore quelques résultats d'études, mais c'est un petit paradoxe, mais un paradoxe assez intéressant, le Lakinimod. L'efficacité sur les poussées est de 23%, donc vous voyez un peu moins que la moyenne des interférons et de la Copaxone. Par contre, une efficacité très importante sur le handicap. Et donc là, on commence à avoir des molécules un peu paradoxales, un peu différentes. C'est qu'on commence à avoir des molécules qui marchent mieux sur le handicap que sur les poussées. Et donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ont un handicap, justement, et je pense qu'il y aura des études focalisées sur le handicap, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Plus globalement, le Gilenya, donc fingolimod, dont je vous ai parlé, il est en test dans les formes progressives de sclérose en plaques, parce qu'il a un effet neuroprotecteur, et on a besoin de savoir s'il est capable de réduire le handicap chez les patients qui ont déjà ce handicap. L'alemtuzumab, je l'ai cité tout à l'heure, le Campas, c'est un anticorps monoclonal qui détruit tous les lymphocytes. Donc attention, une toxicité qui existe, qui est importante. Cette molécule, il y a plus de 10 ans, avait été retirée du marché pour sa dangerosité. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, ce n'était pas la mode aux médicaments dangereux. Donc je ne sais pas s'il verra le jour à la commercialisation. Et puis enfin, la vitamine D, je ne l'ai pas cité au départ, mais on sait que le principal facteur épidémiologique expliquant la survenue de la sclérose en plaques, c'est le déficit en vitamine D. Et on sait que ce déficit en vitamine D, quand on le corrige chez l'animal, on bloque aussi le modèle animal que je vous ai montré tout à l'heure de sclérose en plaques. Et donc il y a des études en cours qui sont faites pour confirmer l'intérêt de cette vitamine D en tant que traitement, ce qui n'empêche pas qu'on le donne aux malades à l'heure actuelle, non pas seulement pour le traitement, mais on le donne pour prévenir les complications infectieuses, pour prévenir les complications osseuses, etc. Voilà, en conclusion, les traitements donc sont de plus en plus nombreux, ils sont surtout de plus en plus efficaces et de plus en plus faciles à prendre. C'est mieux de prendre un comprimé que de s'injecter tous les jours une molécule. Le point clé reste qu'il faut maintenant très clairement traiter toutes les scléroses en plaques le plus vite possible, sans attendre, de manière à éviter le handicap, et on pense qu'on a vraiment des moyens de pouvoir le faire avec les patients qui vont commencer leur maladie, et on va voir avec les autres patients qu'est-ce que nous permettent les nouvelles molécules. Donc en fin d'année, on n'a pas encore la date, le délai depuis l'autorisation de mise sur le marché qui date d'avril correspond au délai entre le gouvernement et le laboratoire pour fixer le prix. C'est donc un délai administratif qu'on ne maîtrise pas, on pense, entre septembre et janvier, mais peut-être que ce sera un petit peu plus long. Pour le moment, c'est un paramètre, une variable que personne ne maîtrise. Merci.